Hey, comment ça va? Coucou, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Hé, comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « Comment ça va ?» vient donc en réalité de « Comment ça va ?» à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête « Comment vont nos toilettes ?» C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, à attraper le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En Selle, un véritable voyage au cœur des toilettes. Tout le monde dit qu'il y a une pénurie de fumier, donc une des solutions qui est trouvée, c'est de dire en fait, il faut que les villes rendent à la terre ce qu'elles lui ont pris. Une mode se répand, c'est la mode du bain à domicile. L'enjeu majeur du 19e siècle, c'est de valoriser tous ces sous-produits. En Selle, épisode 3, les herbes marines animalisées. Dans l'épisode précédent, je me suis permis de faire un bond dans le temps. J'avais besoin de comprendre comment les villes ont pu se développer d'un point de vue physique, et en particulier du point de vue de son approvisionnement en denrées alimentaires. J'ai découvert l'évolution passionnante des pratiques agricoles. À partir du Moyen-Âge, les campagnes ont enfin pu produire des excédents afin de les renvoyer à la ville. Ces éléments en poche, je vous propose désormais d'en revenir aux toilettes. Dans l'épisode 1, nous nous étions quittés au moment où les premiers modèles de collecte et de recyclage des déchets urbains se mettent en place. Encore balbutiante au XVIIIe siècle, cette économie naissante fait désormais apparaître de nouveaux métiers, comme celui de vidangeur. Partout en France, des filières se mettent petit à petit en place et un lien très fort commence à se tisser entre la ville et la campagne. Cette économie du recyclage va prendre son essor au cours du XIXe siècle. C'est le siècle de la révolution industrielle, des premières usines, des mines, de l'exploitation de la force ouvrière, de l'augmentation des pollutions de l'environnement, mais aussi de nombreuses découvertes scientifiques qui vont changer notre rapport au monde. C'est ce que nous allons voir dans ce 3e épisode. Pour cela, je vais avoir recours à l'expertise de Sabine Barle, une historienne de l'assainissement. Vous l'avez déjà entendu précédemment, c'est la spécialiste de la gestion des déchets urbains à cette époque de l'histoire. Nous l'avions rencontrée à l'université Paris-Sorbonne quelques semaines avant notre départ. Ce qu'elle nous raconte ici fut pour moi une des plus grandes révélations du voyage. Sabine m'a fait découvrir une toute autre facette de la révolution industrielle, aux antipodes de ce que l'on m'a appris à l'école. J'ai tout de suite été passionné par ses travaux, à tel point que j'ai décidé d'emporter avec moi le livre qu'elle a écrit. C'est un beau pavé que j'ai parfois eu du mal à assumer dans les pentes raides. Mais en réalité, ce fut ma Bible tout au long du voyage. Tous les soirs, j'en dévorais quelques pages à la lumière de ma lampe frontale. On parlait de toilettes la journée avec tout un tas de gens, mais moi, j'en redemandais quand même le soir. Faut croire que j'étais devenu accro. On dit souvent que l'histoire est racontée par les vainqueurs, et je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans. Il faut toujours aller observer les choses de plus près pour pouvoir prendre conscience des multiples réalités de l'époque. Je vous laisse donc découvrir la richesse de ce 19e siècle, celui que Sabine appelle l'âge d'or du recyclage. Ce qu'on voit, c'est que un certain nombre d'activités artisanales et industrielles vont se développer, notamment en milieu urbain, suite à la mise au point notamment d'un certain nombre de procédés. Sabine Barle, historienne de l'assainissement. Qui vont faire que on a une forte urbanisation. Alors elle est moins forte en France qu'en Angleterre, mais quand même. Et puis le développement de toutes ces activités dont certaines vont avoir besoin des sous-produits urbains. Les sous-produits urbains, c'est comme ça que l'on appelle l'ensemble des déchets produits par la ville.
On y retrouve par exemple de vieux vêtements, des déchets de cuisine, les déjections des animaux présents en ville, mais aussi les excréments des habitants. La majorité d'entre eux se retrouvent dans les rues et constituent ce que l'on appelle les boues de rue. Ce sont elles que l'on va racler et chercher à valoriser. La demande d'engrais va augmenter considérablement parce que on se pose la question de la production alimentaire et il y a une convergence de points de vue de la part de... Alors, on ne parle pas encore d'agronomes, mais des chimistes, mais aussi des ingénieurs, des industriels, des cultivateurs, ou d'une partie d'entre eux, pour dire qu'il faut augmenter les rendements. Alors bien sûr, ça n'est pas la seule façon d'augmenter les rendements. Ce qui va jouer un rôle important, c'est la polyculture, élevage, etc., etc. Mais une façon d'augmenter le rendement, c'est d'augmenter la quantité d'engrais épandus. Imaginez un champ. Dans ce champ, tracez un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Vous avez devant vous 1 mètre carré de terre. Cette première année, sur ce mètre carré, vous décidez de planter du blé. Avec le blé, vous arrivez à obtenir 1 kg de farine. L'année d'après, au même endroit, vous replantez le même blé. Cette fois-ci, vous en récoltez plus et réussissez à produire 2 fois plus de farine. On dit alors que vous avez augmenté le rendement. Vous avez augmenté la quantité de nourriture récoltée sur une surface similaire donnée. Le 19e siècle que nous décrit Sabine est une période marquée par l'exode rural. De nombreuses personnes ont migré en ville et sont devenues des ouvriers. La population française augmentait, mais la quantité de nourriture produite stagnait. Il fallait donc arriver à produire plus avec moins de bras. Et la seule solution pour ça était d'augmenter les rendements en utilisant plus d'engrais. Il y a une petite polémique sur la question de savoir est-ce que les plantes peuvent directement tirer l'azote de l'air ou ont-elles besoin de le tirer du sol. En France, on est persuadé qu'elles ont besoin de le tirer du sol et que donc il faut apporter de l'azote au sol. En fait, le 19e siècle, c'est le siècle de l'azote. Il y a une focalisation très forte sur l'azote parce que, d'une part, on a identifié l'importance de l'azote pour la croissance végétale. On identifie l'importance de l'azote dans l'alimentation humaine, puisque, en fait, on ne parle pas de protéines. Les protéines n'existent pas dans ce vocabulaire et dans cette conception scientifique de l'alimentation, mais l'azote, lui, existe bien. Et on considère que plus le régime est riche en azote, meilleur il est. Les engrais, de toute façon, pendant une grande partie du 19e siècle, sont qualifiés par leur teneur en azote. Progressivement, on va voir apparaître le phosphore et puis un peu plus tard la potasse. Mais ce qui domine, c'est l'azote. Et donc, il y a une quête d'azote, quoi. Il y a vraiment une recherche effrénée d'azote. Je dis que tout le monde s'y intéresse parce que même Balzac parle à un moment d'un de ses personnages et dit qu'il est habité d'une espèce d'azote moral. Bon, alors c'est vrai que Balzac, il était très au fait de toutes les réflexions industrielles, etc., etc. Mais bon, ça montre quand même l'importance de cet élément chimique. Tout le monde dit qu'il y a une pénurie de fumier. Donc, une des solutions qui est trouvée, c'est de dire, en fait, il faut que les villes rendent à la terre ce qu'elles lui ont pris. Et donc, ce qu'on a vu pour le XVIIIe siècle va se généraliser. On va récupérer de manière de plus en plus intense et exhaustive les urines et les excréments, avec en plus une multiplication des procédés de transformation. Il y a une quantité astronomique de brevets qui sont déposés au XIXe siècle pour la fabrication d'engrais. Alors ces engrais, on va les appeler engrais humains pour signifier qu'ils contiennent des urines et des excréments humains. Parfois, on va parler d'engrais animalisés, mais c'est un euphémisme en fait. Parce que dans certaines régions de France, notamment dans le sud de la France, on est moins enclin à utiliser ces matières humaines. Donc on va dire qu'elles sont animalisées.
Tout le monde s'y met en fait. Il y a vraiment un consensus sur lequel il y a un besoin de ces matières et pour les investisseurs et industriels, qu'il y a de l'argent à se faire avec ces matières. Et donc, on a plusieurs procédés qui sont mis au point, qui sont plus ou moins complexes. La poudrette, c'est le plus simple. Alors, la poudrette existait auparavant, mais n'est brevetée qu'à la toute fin du XVIIIe siècle. Mais beaucoup de reproches sont progressivement faits à la poudrette parce qu'on dit que sa teneur en matière fertilisante est finalement relativement faible parce que le procédé de fabrication fait que notamment l'azote s'échappe pendant les processus de séchage, etc., etc. Et donc on va chercher d'autres procédés. Vous vous souvenez, la poudrette? C'est le magnifique produit qui vous a été présenté dans l'épisode 1. C'est l'engrais humain le plus simple à fabriquer, mais son utilisation va petit à petit être abandonnée au profit d'autres engrais humains. Ce qui se passe au début du 19e siècle, c'est qu'une mode se répand, notamment à Paris, c'est la mode du bain à domicile. Prendre un bain à domicile, ça consiste à se faire livrer chez soi une baignoire et des seaux d'eau. Et donc, comme ça, on peut prendre un bain. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau une fois qu'on a pris son bain ? Ce qui est pratique, c'est de le jeter dans les latrines. Et ça va avoir pour conséquence une liquéfaction des vidanges qui va remettre en question justement la fabrication de poudrettes, qui nécessite de les faire sécher. Un autre qui est mis au point dans les années 1820-1830, c'est le sulfate d'ammoniac. Et ce sulfate d'ammoniac, il est obtenu par distillation des urines. Donc c'est un procédé qui est un peu plus sophistiqué que celui de la poudrette, qui nécessite juste de mettre les vidanges en tas et d'attendre que ça sèche. Là, il faut utiliser tout ce qu'il faut pour procéder à de la distillation. Reprenons la farine de blé de tout à l'heure. Avec cette farine, vous avez réussi à confectionner un magnifique gâteau que vous décidez de partager avec vos amis. Ce gâteau est comestible, car il est fait à partir de farine de blé, une matière d'origine végétale. C'est ce que l'on appelle une matière organique. Si vous aviez réalisé votre gâteau avec des cailloux ou du sable, vous n'auriez pas pu le manger. Il s'agit d'une matière minérale et notre corps est incapable de la digérer. Pour la majorité des plantes, c'est l'exact inverse. Elles sont incapables d'ingérer ce qui est organique. Votre gâteau, par exemple. Par contre, elles se régalent quand on leur sert de la matière minérale. Mais les plantes sont malines. Elles ont trouvé un stratagème pour transformer la matière organique en matière minérale. Elles font appel aux bactéries et aux champignons du sol. Ce sont eux qui vont réaliser cette transformation pour les plantes. Maintenant, si l'on applique ce principe aux engrais, c'est la même chose. Les engrais organiques sont issus de matières naturelles, animales ou végétales. On pense par exemple au lisier, au fumier ou au purin. Les nutriments y sont présents sous une forme qui n'est pas directement assimilable par les plantes. Ils doivent d'abord être décomposés et transformés par les bactéries et les champignons. Les engrais minéraux, quant à eux, contiennent les nutriments sous une forme que les plantes peuvent directement capter. Ils sont donc considérés par les agronomes comme plus efficaces. Pendant la révolution industrielle, nous allons chercher à en créer par tous les moyens. Par exemple, plus de 200 brevets vont être déposés pour transformer les urines et les excréments humains sous une forme minérale. C'est le cas du sulfate d'ammoniac. Le sulfate d'ammoniac dont je parlais tout à l'heure, en fait, on l'utilise assez peu en France comme engrais parce qu'en France, la préférence va aux engrais organiques. Alors qu'en Angleterre, il y a une préférence pour les engrais minéraux. Et donc, le sulfate d'ammoniac fabriqué à Paris est exporté en Angleterre. Donc là, à nouveau, ça veut dire qu'il représente un revenu suffisamment intéressant pour qu'on ait un coût de transport qui est loin d'être négligeable. Poudrette, sulfate d'ammoniac. Alors, il y a des innovations plus locales, comme à Marseille, les herbes marines animalisées, qui sont fabriquées à l'aide d'un mélange donc, de vidange, donc urine et excréments humains, et d'algues, tout simplement. Et ça, c'est un produit qui va avoir un très grand succès, puisqu'il va être commercialisé tout le long de la côte méditerranéenne. On le transporte par bateau. Et il va au moins jusqu'à Gênes, en Italie. Donc ça veut dire que le prix de vente est suffisamment important pour justifier ce transport par bateau.
Alors, un peu d'algues, un peu d'herbe, un peu d'urine sèche, un petit peu de crotte, le tout bien mariné au soleil. La voirie Ancel revient avec un tout nouveau produit que vous allez adorer, les herbes marines animalisées. Un engrais complet et sec qui offrira un véritable bain de soleil à tout votre jardin. La fabrique Ancel, de la cuvette à votre assiette. À côté de ça, on a tout un tas de produits qui sont élaborés, tout un tas de mélanges en fait, qui vont faire l'objet de commercialisation. Avec donc les urines, les excréments, qui peuvent être aussi mélangés à d'autres sous-produits urbains, comme les boues de rue, puisque les boues de rue, elles continuent à servir comme engrais. La modification par rapport à ce qui se passe avant, c'est que là, la demande augmente considérablement. Les cultivateurs des environs de Paris n'avaient pas toujours envie de venir vider les voiries. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Au 19e siècle, et ça commence d'ailleurs fin 18e, à Paris, on vend les boues aux cultivateurs. Si bien que l'entreprise de vidange gagne deux fois. Elle gagne de l'argent parce qu'elle rend un service aux propriétaires des maisons en vidangeant les fosses d'aisance. Et puis elle gagne de l'argent une deuxième fois parce qu'elle vend l'engrais. Mais ce modèle économique est inverse du modèle actuel. Puisque aujourd'hui, nous payons des entreprises pour qu'elles nous débarrassent de nos urines et de nos excréments. Et ces urines et ces excréments dont nous nous débarrassons ne font pas l'objet de commerce. Donc là, il y a un vrai modèle économique qui fonctionne et qui fait que les urines et les excréments en particulier attirent l'attention des banquiers, des spéculateurs, etc., etc. Les variations qui peuvent exister, c'est dans l'organisation de la filière. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on pourrait appeler des filières courtes. C'est le système lillois dans lequel le cultivateur va chez l'habitant pour lui acheter ses vidanges. Et puis des filières plus longues, plus structurées, dans lesquelles on va avoir des intermédiaires, des entreprises de collecte des vidanges, éventuellement une autre entreprise de transformation de la vidange, et puis un commerce de l'engrais fabriqué. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple pour Paris, dans la plaine Saint-Denis, qui a accueilli une bonne partie de l'industrie parisienne, on a plusieurs dizaines d'usines de fabrication d'engrais qui existent dans les années 1860-1870. L'enjeu majeur du 19e siècle, c'est de valoriser tous ces sous-produits. Qu'il s'agisse d'urine, d'excréments, d'ordures, de boue et tout sous-produit urbain est considéré comme étant valorisable et on considère qu'il est nécessaire de le valoriser. Une société capable de nourrir ses citoyens est une société forte et puissante. Le développement des engrais humains a permis à la France et aux sociétés occidentales d'accroître leur influence sur le monde. Je suis fasciné de découvrir cette histoire parallèle de la révolution industrielle. Cette période de l'histoire est décrite comme le point de départ des sociétés capitalistes mondialisées qui n'ont que faire de leurs ressources naturelles. On prend généralement l'exemple des forêts qui, avant la découverte du charbon fossile, ont failli disparaître du paysage français par leur surexploitation nécessaire au fonctionnement des usines. L'arrivée de ces nouvelles industries a augmenté de manière exponentielle les pollutions renvoyées dans l'environnement. Tout ceci est vrai, bien évidemment, mais concernant les matières organiques, et en particulier les excréments humains, une autre histoire existe, plus belle et plus fascinante. Celle de considérer ces matières comme des ressources précieuses qu'il faut absolument recycler et retourner à la terre. Le lien entre alimentation et excrétion fut alors plus que jamais rendu visible. Tout ceci m'inspire beaucoup. De voir que nous avons été capables de créer des modèles circulaires de recyclage des nutriments me donne de l'espoir. Par contre, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi nous l'avons abandonné. Pourquoi abandonner un système qui semble à première vue plus vertueux ? À l'école, on m'a parlé des différentes épidémies qui ont ravagé l'Europe à cette période. Le monde que nous décrit Sabine est-il si idyllique que cela ?
Le recyclage des matières s'est-il fait au détriment de la santé des populations ? Est-ce que ces techniques de recyclage ont augmenté la propagation des maladies d'origine fécale ? Et connaissait-on la dangerosité que pouvaient représenter les matières fécales à l'époque ? Toutes ces questions, on va se les poser dans le prochain épisode en abordant la question de l'hygiène. Nous y introduirons de nouveaux intervenants qui ne manqueront pas de vous étonner. Alors n'hésitez pas, passez au numéro suivant. Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Rigouin, l'assemblage et le mixage par Plex et les infographies par Jérémy Mass. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Éduc-Eau et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeunes. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. Ancel, vous m'entendez? Allô? Mais ils répondent jamais à la pote d'Ancel. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie Ancel. L'équipe de production n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible. Bonjour, c'est Dr Poop à l'appareil. Et oui, c'est encore moi. Désolé. Vous devez sérieusement commencer à en avoir marre de ces messages vocaux, et je vous comprends. Mais c'est plus fort que moi. Dès que j'entends un truc qui grince dans mes oreilles, je ne peux pas m'empêcher de chercher à le rectifier. Alors dans ce 3e épisode, vous n'avez pas fait de grosse erreur, mais j'aimerais préciser quelque chose sur la révolution industrielle. À cette époque, les populations sont parties habiter en ville parce que l'industrie avait besoin de main-d'œuvre pour faire tourner ses usines. La quantité de nourriture produite stagnait, c'est vrai, mais c'est aussi parce que le nombre de travailleurs dans les champs diminuait. Ils sont tous partis dans les usines. Ici, il faut bien comprendre que l'industrialisation de l'Europe précède la découverte des énergies fossiles. Elle s'appuie donc, dans un premier temps, sur le vivant pour se développer. On pense par exemple à la destruction des forêts et au recyclage de la matière organique. Mais on peut également citer le corps humain, notamment à travers l'utilisation de la force de travail des ouvriers et des ouvrières, puis de leur déjection. C'est ça, la vraie facette de la révolution industrielle. Bon, ça me fait un peu bizarre de parler tout seul au téléphone comme ça, donc je vais arrêter. J'espère que vous entendrez ce message, et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, bisous. Dr Poop.